Avant de commencer, une chose importante. Cette vidéo s'adresse à des personnes qui travaillent dur, qui font bien les choses, qui prennent leurs responsabilités au sérieux. Je ne suis pas ici pour te dire que tu fais trop bien ton travail et que tu devrais arrêter. Je suis ici pour te montrer quelque chose que tu ne vois peut-être pas clairement. Que la même qualité, qui fait de toi une personne exceptionnelle dans ton domaine, peut, poussée au-delà d'un certain seuil, devenir une source de souffrance, pour toi et pour ceux qui t'entourent. Et si tu peux rester jusqu'à la fin, tu sortiras avec une clarté que tu n'avais peut-être pas avant d'entrer. Tu relis le message une dernière fois. Tu l'as déjà relu 3 fois. Il est parfait, mais tu le relis quand même. Parce qu'on ne sait jamais. Ou peut-être que tu es en train de refaire un travail qu'un collègue a rendu, pas parce qu'on te l'a demandé, mais parce que tu ne peux pas t'y résoudre autrement. Ou peut-être que tu n'as pas dormi correctement depuis 3 semaines, parce qu'un projet n'est pas encore au niveau où tu voudrais qu'il soit. Et autour de toi, les gens te disent que tu es formidable, que tu es fiable, que tu es la personne sur qui on peut compter. Et toi, tu es épuisé. Pas parce que tu es faible, précisément parce que tu es trop fort, trop consciencieux, trop exigeant avec toi-même. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce paradoxe-là. La science de la conscienciosité, ce que la psychologie dit. Le Big Five, Costa et McCrae, 1992. Dans les années 1990, les psychologues Paul Costa et Robert McCrae ont finalisé ce qui est devenu le modèle de personnalité le plus validé scientifiquement dans l'histoire de la psychologie. Le Big Five, ou Océane, identifie 5 grandes dimensions de la personnalité. Ouverture à l'expérience, conscienciosité, extraversion, agréabilité, névrotisme. La conscienciosité, notre sujet aujourd'hui, est définie comme la tendance à être organisé, fiable, discipliné, orienté vers les objectifs et à respecter les normes et les engagements. Et pendant longtemps, la recherche a montré que la conscienciosité était la variable de personnalité la plus prédictive du succès professionnel. Plus que l'intelligence, plus que le charisme, plus que les compétences techniques. Les personnes hautement consciencieuses réussissent mieux, vivent plus longtemps, ont des relations plus stables, ont de meilleures habitudes de santé. Tout semble positif, jusqu'à ce que des chercheurs commencent à regarder ce qui se passe aux extrêmes de la distribution. La méta-analyse de Blasberg, Aldea et Hewitt 2020. Une méta-analyse compilant les données de plus de 100 études distinctes sur le perfectionnisme et la santé psychologique, publiée dans le Clinical Psychology Review, a produit un résultat qui a surpris même ses auteurs. Au-delà d'un certain seuil de conscienciosité, l'avantage disparaît. Et au-delà encore, la santé psychologique se dégrade. L'anxiété augmente, le risque de burn-out triple. Les relations se détériorent et, paradoxalement, la performance réelle, pas la performance perçue, commence à baisser. La conscienciosité extrême n'est plus un avantage, c'est un facteur de risque. Les travaux de Paul Hewitt et Gordon Flett sur le perfectionnisme 2004. Ces 2 psychologues cliniciens canadiens ont passé des décennies à étudier le perfectionnisme pathologique, et ils ont fait une distinction fondamentale que la plupart des gens ignorent. Il y a le perfectionnisme orienté vers soi, l'exigence qu'on s'impose à soi-même, le perfectionnisme orienté vers les autres, l'exigence qu'on projette sur les autres, et le perfectionnisme socialement prescrit, la conviction que les autres attendent la perfection de nous. Ces 3 formes produisent des psychologies très différentes, et leurs coûts sont très différents. Mais elles ont un point commun. Au niveau pathologique, elles génèrent toute une forme d'anxiété chronique qui consomme des ressources cognitives et émotionnelles bien au-delà de ce que la situation justifie. Épictète, qui avait réfléchi profondément à la relation entre l'excellence et la souffrance, formulait ce paradoxe avec sa précision habituelle. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux, cherche à faire ton mieux dans les choses telles qu'elles arrivent. C'est la sagesse. Vouloir que tout soit parfait avant d'agir, c'est la paralysie. Les 5 profils de la personne trop consciencieuse. Ces profils ne sont pas des diagnostics, ce sont des portraits. Et si tu te reconnais dans un ou plusieurs, c'est une information, pas un verdict. Profil 1. Le vérificateur compulsif. Il ne peut pas laisser partir un travail sans l'avoir vérifié plusieurs fois de plus que nécessaire. Chaque envoi est précédé d'une relecture de trop. Chaque décision est précédée d'une analyse de trop. Son mot d'ordre inconscient, « Si je vérifie encore une fois, je serai sûr ».
Mais cette sûreté ne vient jamais vraiment, parce que le problème n'est pas dans le travail, il est dans la tolérance à l'incertitude. Et cette tolérance ne se développe pas par la vérification, elle se développe par l'exposition progressive à l'imperfection. Profil 2. Le délégateur incapable. Il sait déléguer en théorie. En pratique, il reprend, il complète, il refait. Non pas parce que les autres ne font pas bien, mais parce que sa définition de bien est calibrée sur lui-même. Et lui-même a des standards que la plupart des gens raisonnables n'atteignent pas et n'ont pas besoin d'atteindre. Ce profil est épuisant pour lui et pour ceux qui l'entourent, qui finissent par arrêter d'essayer de bien faire parce que ça va être refait de toute façon. Profil 3. Le porteur de tout. Il assume les responsabilités des autres, il comble les manques, il dit oui quand les autres disent non, pas par faiblesse, par sens du devoir. Et progressivement, il porte un poids qui n'est pas le sien, il s'épuise pour des causes qui ne sont pas ses siennes. Et il développe un ressentiment silencieux qui ne peut jamais vraiment s'exprimer parce que c'est moi qui ai choisi d'aider. Profil 4. Le coupable du repos. Il ne sait pas s'arrêter. Quand il essaie de se reposer, la culpabilité arrive. Je devrais être en train de... Le repos ne le ressource pas parce qu'il ne peut pas vraiment se poser. Et sans repos vrai, les ressources cognitives et émotionnelles ne se renouvellent pas et la spirale s'accélère. Profil 5. Le juge de lui-même. Celui-là est peut-être le plus courant et le moins visible. Il réussit, objectivement, mais il ne s'en rend pas vraiment compte parce que l'auto-évaluation est toujours comparée au standard idéal, pas au standard réel. Et l'écart entre ce qu'il fait et ce qu'il croit devoir faire est permanent. Il vit dans cet écart, et cet écart est une source de souffrance chronique. Marc Aurèle, qui gouvernait l'empire le plus puissant du monde et qui s'auto-évaluait avec une rigueur presque cruelle dans ses pensées, avait au moins la sagesse de s'imposer cette limite. Sois sévère envers toi-même, mais pas injuste. L'injustice envers toi-même n'est pas moins grave que l'injustice envers un autre. L'injustice envers toi-même n'est pas moins grave que l'injustice envers un autre. Le coût invisible de l'hyperconscience. Parlons maintenant de ce que ça coûte vraiment. Pas le coût évident. L'épuisement, le stress, les nuits courtes. Tout le monde voit ça. Le coût invisible. Celui qu'on ne voit pas parce qu'il ressemble à des qualités. Coût 1. L'érosion des relations proches. Les personnes trop consciencieuses ont souvent des standards élevés non seulement pour elles-mêmes, mais inconsciemment pour les autres. Et cette attente implicite de perfection, même non exprimée, même non voulue, crée une pression que les proches ressentent distinctement. Les recherches de John Gottman sur les couples montrent que l'un des prédicteurs les plus solides du délitement d'une relation est ce qu'il appelle la criticism, la critique chronique. Et la personne trop consciencieuse critique souvent, pas par méchanceté, mais parce que les manques lui sont immédiatement visibles, d'une façon qu'ils ne le sont pas pour les autres. Coût 2. La perte de flexibilité cognitive. Les neurosciences de l'anxiété documentent quelque chose de contre-intuitif. L'anxiété de performance, cette tension permanente autour de la qualité de ce qu'on produit, consomme des ressources cognitives du cortex préfrontal. Et ces ressources, quand elles sont monopolisées par l'anxiété, ne sont plus disponibles pour la pensée créative, la résolution de problèmes complexes ou l'adaptation aux situations nouvelles. En d'autres termes, la personne trop consciencieuse peut être moins performante dans les situations complexes précisément à cause de son niveau d'exigence, parce que l'anxiété de performance bloque les ressources cognitives nécessaires à la vraie performance. Coût 3. Rétrécissement de la vie. Ce coût-là est le plus grave. La personne trop consciencieuse construit progressivement une vie de plus en plus étroite. Elle refuse les opportunités qui lui semblent risquées parce qu'elle ne pourrait pas les accomplir parfaitement. Elle évite les situations nouvelles parce qu'elle ne maîtrise pas encore les standards qu'elle s'y appliquerait. Elle s'interdit des expériences parce que si elles ne sont pas à la hauteur de ses attentes, mieux vaut ne pas les avoir. Et cette vie rétrécit, imperceptiblement, progressivement. Jusqu'au moment où elle réalise que toute sa discipline, toute son excellence, tout son sérieux n'a servi qu'à construire une cage impeccablement entretenue. Sénèque formulait cette vérité avec une brutalité bienveillante. Celui qui veut tout bien faire ne fera rien,
car la perfection est l'ennemi de l'achèvement. Et l'achèvement, même imparfait, est infiniment supérieur à la perfection imaginée. Les racines psychologiques de l'hyperconscienciosité. Avant de passer à la partie 2, il faut regarder les racines, parce que l'hyperconscienciosité ne sort pas de nulle part, elle a des causes précises, et les comprendre change radicalement la façon dont on peut y travailler. Racine 1, la honte de l'imperfection. Pour beaucoup de personnes trop consciencieuses, l'erreur n'est pas seulement un problème à corriger, c'est une information sur leur valeur en tant que personne. Si j'ai fait une erreur, c'est que je suis insuffisant. Cette équation, qui s'est souvent formée tôt dans une enfance où l'amour conditionnel était lié à la performance, est au cœur de l'hyperexigence. La chercheuse Brené Brown a passé des décennies à étudier la honte et son lien avec le perfectionnisme. Sa conclusion est tranchante. Le perfectionnisme n'est pas la recherche de l'excellence, c'est la tentative de gagner l'approbation et l'acceptation. Racine 2. L'attachement anxieux. La théorie de l'attachement, développée par John Bowlby et enrichie par des décennies de recherche, montre que les personnes avec un style d'attachement anxieux ont tendance à utiliser la performance comme stratégie de maintien de la proximité affective. Si je fais bien, je serai aimé. Si je me relâche, je serai abandonné. Cette équation inconsciente transforme chaque travail en un test de valeur relationnelle, et le relâchement de l'exigence devient, dans la logique émotionnelle, une menace pour la sécurité affective. Racine 3. L'environnement qui a récompensé l'excellence. Parfois, l'hyperconscienciosité n'a pas de racine traumatique. Elle est simplement le résultat d'un environnement qui a systématiquement récompensé l'excellence et ignoré le reste. L'élève qui ne recevait d'attention que quand ses notes étaient parfaites, l'enfant dont la famille valorisait la réussite comme signe de noblesse de caractère. Ces environnements créent des personnes remarquables, et des personnes qui ont du mal à exister en dehors de leur performance. Marc Aurèle, qui avait lui-même grandi dans un environnement d'exigence impériale, notait pour lui-même, avec une honnêteté rare, « Demande-toi, est-ce que tu fais bien parce que c'est juste ou parce que tu as peur de ce qui arrive si tu ne le fais pas ?» La réponse dit tout sur ta liberté intérieure. Avant de passer à la partie 2, une question simple. Parmi les 5 profils que nous avons vus, lequel te ressemble le plus? Et parmi les 3 racines, quelle est celle qui résonne le plus dans ton histoire? Je ne te demande pas de répondre maintenant, juste d'y penser. Parce que la partie 2 ne va pas te dire d'être moins consciencieux, ce serait une erreur. Elle va te montrer comment être consciencieux de façon choisie plutôt que contrainte, de façon libre plutôt que compulsive. Et cette différence entre la conscience choisie et la conscience imposée est peut-être la plus importante de toute cette vidéo. Il y a une distinction fondamentale que les stoïciens faisaient et que la psychologie moderne a mis des siècles à formuler avec la même précision. La distinction entre la vertu et l'excès de vertu. Aristote l'appelait le juste milieu, la mésotès. La vertu n'est pas l'extrême positif d'un trait, elle est le point d'équilibre entre 2 excès. Le courage n'est ni la lâcheté ni la témérité. La générosité n'est ni l'avarice ni la prodigalité. Et la conscienciosité, cette vertu réelle, précieuse, rare, n'est ni la négligence ni l'hyperexigence paralysante. Ce n'est pas un défaut que tu as, c'est une vertu que tu as poussée au-delà de son point optimal. Et la différence entre ces 2 diagnostics change tout à la façon dont on travaille dessus. Ce n'est pas un défaut, c'est un excès de vertu. Le premier travail, le plus important, est de changer le regard qu'on porte sur cette hyperconscienciosité. La plupart des personnes qui la vivent ont 2 façons de la voir. Soit comme une qualité absolue, c'est ce qui fait de moi quelqu'un de fiable et d'excellent, je ne veux pas perdre ça. Soit comme un défaut à corriger, je suis perfectionniste, c'est un problème. Les 2 visions sont incomplètes. La vérité est plus précise et plus utile. La conscienciosité est une vertu réelle. Elle mérite d'être gardée, cultivée, honorée. Mais comme toute vertu, elle a un seuil au-delà duquel elle se retourne contre son porteur.
et la sagesse consiste non pas à éteindre la vertu, mais à la calibrer au bon niveau. Marc Aurèle, qui était l'une des personnes les plus consciencieuses de l'histoire, gouvernant un empire entier avec un sens du devoir qui n'a probablement pas d'équivalent, avait trouvé une façon de formuler cet équilibre qui reste, 2000 ans après, l'une des choses les plus justes jamais écrites sur le sujet. Fais ce que la nature demande, mets-toi en route immédiatement si tu le peux, et ne regarde pas autour de toi pour voir si l'on saura que tu l'as fait. N'espère pas la République de Platon, sois satisfait du moindre progrès et considère ce résultat comme non négligeable. Sois satisfait du moindre progrès, pas de l'imperfection tolérée, du progrès réel, même imparfait. C'est là où l'excellence stoïcienne se sépare du perfectionnisme pathologique. Le perfectionnisme dit « ce n'est bien que quand c'est parfait », l'excellence stoïcienne dit « ce qui est fait avec conscience et effort, même imparfaitement, est bien ». Les 3 questions stoïciennes pour recalibrer. Quand tu te retrouves dans un moment d'hyper-exigence, quand la vérification compulsive commence, quand la culpabilité du repos arrive, quand tu t'apprêtes à reprendre le travail d'un autre, ces 3 questions peuvent changer quelque chose. Pas en 5 minutes, mais avec le temps. Question 1. Est-ce que ce niveau d'exigence, dans ce cas précis, est proportionné aux enjeux réels ? C'est la question de la dichotomie stoïcienne appliquée à l'exigence. Le rapport médical d'un chirurgien mérite le niveau maximal. Le message de remerciement à un collègue, non. La personne trop consciencieuse applique souvent le même niveau d'exigence à toutes ses tâches, indépendamment de leur importance réelle. Et cette équipotence de l'exigence est épuisante et irrationnelle. La question « est-ce proportionné ?» force à différencier et à réserver l'exigence maximale pour les situations qui la méritent vraiment. Question 2. Est-ce que je fais ça pour la qualité du résultat ou pour gérer mon anxiété ? C'est la question la plus difficile et la plus honnête, parce que très souvent, la vérification supplémentaire, le retravail inutile, l'insomnie sur un projet ne servent pas vraiment la qualité du résultat. Ils servent à réduire l'anxiété du porteur. Ce n'est pas la même chose et les reconnaître comme distincts change radicalement la réponse appropriée. Si c'est pour la qualité, continue, c'est légitime. Si c'est pour gérer l'anxiété, l'effort supplémentaire ne résoudra pas le vrai problème. Il faut traiter l'anxiété, pas perfectionner encore le travail. Question 3. Quel est le coût de ce standard pour moi et pour ceux qui m'entourent ? Épictète enseignait à ses étudiants à toujours considérer les conséquences réelles de leur choix. Pas les conséquences imaginées, mais les conséquences réelles. Avant d'agir, demande-toi ce qui arrivera vraiment si tu agis ainsi. Et si ce qui arrivera nuit à toi ou à un autre sans raison proportionnée, ne le fais pas. Appliquez cette question à l'hyperexigence. Ce standard supplémentaire, quel est son coût réel pour ma santé, mes relations, mon énergie ? Et ce coût est-il proportionné aux bénéfices réels ? Cette question, posée honnêtement, révèle souvent que le rapport coût-bénéfice de l'hyperexigence est bien moins favorable qu'on ne le pensait. Le paradoxe de la délégation. Laisser les autres faire moins bien. Voici le défi le plus concret pour la personne trop consciencieuse. La délégation. Et le paradoxe qu'elle doit traverser pour déléguer vraiment. Elle doit accepter que quelque chose soit fait moins bien qu'elle ne l'aurait fait, pour que quelque chose de plus grand soit possible. Ce n'est pas une concession, c'est un calcul. Voici ce que la recherche en management montre sur les leaders qui ne délèguent pas. Ils sont des goulots d'étranglement. Tout doit passer par eux, tout ralentit, tout dépend d'eux. Et quand ils ne sont plus là, rien ne fonctionne sans eux. Ce n'est pas une force, c'est une fragilité. Et ce qui est vrai dans le management est vrai dans toutes les sphères de vie. La personne qui ne délègue pas à son partenaire parce que le partenaire ne fait pas aussi bien, prive le partenaire de l'opportunité de progresser et se prive elle-même d'un espace de respiration. La personne qui ne délègue pas à ses enfants parce qu'ils ne font pas aussi bien, prive ses enfants de la capacité d'apprendre à faire et se prive d'une vie qui lui appartient. Marc Aurèle avait une formulation de ce paradoxe qui semble avoir été écrite pour notre époque. Aider les autres à bien faire est une forme de sagesse,
les empêcher de faire en faisant à leur place, c'est une forme d'arrogance déguisée en bienveillance. C'est une forme d'arrogance déguisée en bienveillance. Pas toujours, pas intentionnellement, mais dans ses effets, c'est ce que ça produit. Les 4 pratiques pour trouver l'équilibre. Pratique 1. La hiérarchie de l'exigence. Classe tes tâches en 3 niveaux. Niveau A. Les tâches à enjeu élevé où l'exigence maximale est justifiée. Niveau B. Les tâches à enjeu moyen où l'exigence raisonnable suffit. Niveau C. Les tâches à faible enjeu où assez bien est la bonne réponse. Et applique délibérément des standards différents à chaque niveau. Résiste à l'impulsion de traiter le niveau C avec les standards du niveau A. Cette pratique, maintenue avec constance, libère une quantité d'énergie considérable, qui peut être redistribuée vers ce qui compte vraiment. Pratique 2. La règle du bon suffisant. Pour chaque tâche de niveau B ou C, définis à l'avance ce que signifie bon suffisant. Pas parfait, pas exceptionnel, suffisant pour le contexte. Et arrête-toi quand tu as atteint ce niveau. Pas parce que tu ne pourrais pas faire mieux, mais parce que tu as décidé, consciemment, délibérément, que mieux n'est pas nécessaire ici. Cette pratique, au début inconfortable pour la personne trop consciencieuse, développe progressivement la tolérance à l'imperfection choisie. Et cette tolérance est l'une des compétences émotionnelles les plus libératrices qui soient. Pratique 3. Le repos comme performance. Recadre le repos. Non pas comme une pause dans la performance, comme une partie de la performance. La recherche en neurosciences est claire sur ce point. Le sommeil consolide les apprentissages. Le repos active le Default Mode Network, ce réseau cérébral qui crée des connexions créatives que la pensée consciente ne peut pas produire. La déconnexion permet au cerveau de traiter et d'intégrer ce qu'il a reçu. L'homme qui se repose est un homme qui performe différemment, pas un homme qui arrête de performer. Sénèque formulait cette vérité avec une élégance qui en fait toute la force. Rexede in te ips, et cum his versare, qui te meliorum factori sunt. Retire-toi en toi-même, et vis avec ceux qui peuvent te rendre meilleur. Le repos est ce retrait, l'espace dans lequel tu deviens meilleur non pas en faisant plus, mais en étant davantage. Pratique 4. Le journal de l'imperfection assumée. Une fois par semaine, note quelque chose que tu as fait de façon imparfaite, délibérément imparfaite, quelque chose que tu aurais pu retravailler, mais que tu as choisi de laisser tel quel. Et note ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que le monde a changé? Est-ce que les conséquences ont été celles que tu craignais? Dans la grande majorité des cas, rien de grave n'est arrivé. Et cette documentation, cette preuve accumulée que l'imperfection choisie est survivable, modifie progressivement la relation à l'exigence. L'excellence sans l'épuisement. Je veux finir avec quelque chose d'essentiel. Ta conscienciosité n'est pas ton problème, c'est l'une de tes plus grandes qualités. C'est quelque chose qui te distingue, qui fait de toi quelqu'un de précieux dans les contextes qui méritent cette qualité. Le problème, si problème il y a, c'est qu'elle gouverne quand elle ne devrait pas gouverner, qu'elle s'impose dans des situations qui n'en ont pas besoin, et qu'à force de s'imposer partout, elle s'épuise partout. La sagesse n'est pas de l'éteindre, c'est de la diriger. Marc Aurèle, qui a peut-être été l'être humain le plus consciencieux de son époque, gouvernant un empire en guerre tout en pratiquant la philosophie stoïcienne, avait trouvé cet équilibre. Pas parfaitement, mais de façon suffisamment réelle pour nous en laisser une trace dans ses pensées. Et cette trace dit quelque chose de simple et de profond. Fais ce que ta nature demande de toi. Fais-le bien, et ensuite, lâche. Ce qui vient après ne t'appartient pas. Ce qui vient après appartient au monde. Ce qui vient après appartient au monde. Pas à toi, au monde. Ton travail est de faire bien, avec conscience, avec effort, avec l'excellence qui te caractérise. Et ensuite, lâcher. Pas abandonner, lâcher. Libérer ce que tu as fait dans le monde et te libérer toi-même pour ce qui vient ensuite. C'est ça, la conscienciosité libérée. Celle qui donne sans se vider, qui exige sans se briser, qui perfectionne ce qui mérite d'être perfectionné
et laisse le reste être ce qu'il peut être. Dis-moi dans les commentaires, lequel des 5 profils te ressemble le plus et quelle pratique tu vas tester cette semaine. Je lis tout. À très bientôt.